Et je m'étais aménagé un moment pour remettre mes images à l'opérateur. J'espère qu'il est là. N'allez pas vous tromper. L'image, ouais, vous verrez, il y a juste un fichier. Alors donc je prends la parole en remerciant l'Académie du Royaume du Maroc pour cette invitation qui me touche et qui me donne l'opportunité de présenter un domaine de recherche et de travail qui s'est imposé à moi depuis une trentaine d'années. Alors, je précise que je suis professeur de philosophie à l'université d'Abidjan et que très rapidement, j'ai ressenti le besoin d'ouvrir ce que je considère comme un champ d'application des données théoriques auxquelles je me suis trouvé régulièrement confronté dans le champ théorique et la philosophie. Et progressivement, les artistes m'y ont encouragé et je me suis retrouvé à être critique d'art. J'insiste là-dessus parce que je remarque que dans le domaine universitaire en particulier, on n'est pas très nombreux à nous intéresser à ce que font les artistes. Quand je dis artiste plasticien, mais je dis également musicien. Et bien entendu, aujourd'hui, il y a un vaste champ qui est en train de s'ouvrir, dont le Maroc est d'ailleurs l'un des théâtres les plus brillants. C'est ce que les Américains appellent le stand-up comedy, c'est-à-dire l'humour, qui a partie liée avec des pratiques du conte. Et il y a tout le domaine de la danse et de la danse contemporaine. Alors, je ne vais pas faire un exposé sur tous ces domaines, même si j'en suis fortement préoccupé. Aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation qui va se dérouler en deux temps. Très rapidement, je vais résumer un itinéraire théorique et puis après, puisque je pense qu'on ne peut pas parler des artistes sans montrer des œuvres d'art, après, je me ferai le plaisir de vous montrer quelques images si elles arrivent à temps chez monsieur l'opérateur. Donc, je pense que la séance d'aujourd'hui, qui est plus esthétique et plus artistique que toutes les autres qu'on a aujourd'hui, a tout le mérite d'être au cœur de nos débats, puisque plusieurs auteurs, plusieurs philosophes considèrent que la question du moderne, dans l'histoire occidentale en tout cas, a été inaugurée par ce qu'on a appelé dans le passé la querelle des anciens et des modernes. C'est véritablement la position de quelqu'un comme Habermas qui pense que les premiers débats sur la modernité, les premiers espaces publics sur la question du moderne ont été des espaces littéraires et donc des espaces esthétiques. Et que c'est progressivement que le débat va sortir du champ des arts pour intégrer le champ des institutions et le champ des techniques, etc. Et Habermas ajoutait dans la même foulée que depuis cette querelle, on a convenu que l'art antique et l'art moderne ne peuvent pas être évalués à l'aune de la même perfection et que chaque époque avait sa propre notion du beau. Ce que Habermas n'ajoute pas, c'est que cette vérité, l'Occident se l'est appliquée à elle-même, mais elle a souvent scientifiquement, rigoureusement, évité de l'appliquer aux civilisations qui apparaissaient
comme les civilisations autres, comme les civilisations des autres. Comme on dit chez nous, il y a les uns et il y a les autres. Et comme vous le savez, l'Afrique noire et l'Afrique en général est une figure centrale de l'altérité pour l'Occident. Alors, quand on dit figure centrale de l'altérité, ce n'est pas seulement une préoccupation qu'on peut trouver chez les profanes, chez le grand public. Il faut véritablement comprendre que c'est une préoccupation qui a été accompagnée, nourrie, alimentée par les intellectuels eux-mêmes. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais j'ai retrouvé dans mes recherches un certain Louis Achille, dont certains textes ont été publiés dans la revue dite la Revue mondiale dès 1931, qui estimait que les Noirs sont peut-être des créateurs ou des créatifs, mais que leur création n'avait rien à voir avec l'intelligence, que c'était une forme d'instinct, et que les Noirs créaient de manière obligatoire. Ce n'était pas une démarche artistique, c'était une démarche intuitive, et que comme telle, ça n'avait pas la valeur esthétique qu'on attribuait aux œuvres occidentales. Alors, on peut se demander si ce n'est pas par rapport à ce genre de réquisites que le fameux mouvement de la négritude s'est insurgé, s'est installé avec les résultats que vous savez. Senghor et ses camarades ont monté un mouvement qui a consisté à célébrer l'excellence des créations plastiques africaines, et en cela, ils ont également développé des lignes esthétiques qui sont aujourd'hui pour moi par endroits discutables, mais qui avaient le grand mérite de dire, premièrement, que dans les sociétés africaines, il y avait la notion du beau. Quand je lis ces lignes aujourd'hui, ces démonstrations, je suis surpris que des choses comme ça aient été remises en cause. Mais je me rends compte, parce que je vais à plusieurs endroits, je me rends compte que encore aujourd'hui, dans certains colloques, je trouve des collègues qui me disent non, mais finalement, l'art en Afrique était juste fonctionnel, ce n'est pas un art qui était esthétique au sens premier du terme. Alors, donc, les images sont prêtes, mais je vais résumer quand même mon exposé, et après, je pourrai faire un parcours rapide des images jusqu'au point. Alors, donc, je considère donc que la position de Senghor et de ses camarades est un moment important dans la constitution de ce qu'on peut appeler la problématique esthétique intra-africaine, vue de l'Afrique, vue de l'intérieur de l'Afrique. Mais ce mouvement s'est engagé sur des voies qui aujourd'hui paraissent discutables, parce que Senghor croit encore à l'esthétique de la fonctionnalité. Il croit également en une sorte de collectif, de socius du créatif, toutes choses qui vont être mises en cause par un nouveau courant d'artistes qui ne vont plus se présenter du point de vue de ce qu'on pourrait appeler l'esthétique de la négritude, qui, à partir des années 1960, je pense à Iba Diaye, je pense à Bouba Keïta au Mali, je pense à Christian Latier, dont je vous montrerai quelques images, vont revendiquer de ne plus faire nègre, vont revendiquer de faire des créations qui soient africaines. Pour moi, le premier moment de ce qu'on pourrait appeler la modernisation des arts africains du point de vue des arts visuels se situe à cette rupture-là. Le passage de l'art nègre aux arts africains. Pour moi, c'est le premier moment qu'on peut appeler comme le moment moderniste ou le mouvement moderne. Un deuxième moment suivra, parce que ce mouvement-là, ce moment moderniste est lié à la création de plusieurs écoles. Nous avons l'école de Poto-Poto au Congo-Brazzaville, nous avons l'école de Lumumbashi ou l'école du hangar à Lumumbashi, et évidemment à Dakar, Senghor crée l'école de Dakar.
c'est des écoles qui sont engagées dans des recherches esthétiques complètement qui ont à voir avec la question de la négritude, mais la rupture va s'opérer et progressivement les artistes vont entrer dans des prises de position qui vont être plus individualistes, plus singulières, et ce mouvement va continuer jusqu'à la fin des années 80, et à partir de ce moment va se mettre en place un deuxième courant qu'on peut appeler le courant de l'art contemporain, du point de vue des arts plastiques. Ce courant, il a à voir avec une grosse exposition qui aura lieu en France et qui s'appelle Les Magiciens de la Terre, qui est une exposition aussi très ambiguë, dans la mesure où elle n'était pas une exposition africaine, elle n'a jamais été vue en Afrique, mais elle est considérée comme étant la pièce majeure, comme étant le moment structurant de l'art contemporain en Afrique, alors qu'elle n'a jamais été vue en Afrique. Mais n'empêche qu'elle a mis sur le marché un certain nombre d'artistes qui sont devenus incontournables. Alors ma proposition, c'est que si cet art contemporain qui naît, que moi je définis essentiellement comme l'art des biennales, qui intervient au détour des années 1990, année de grande espérance démocratique, multipartisme pour l'Afrique, si ce moment-là peut être considéré comme étant un moment d'accélération du mouvement de la sortie du moderne, en allant vers quelque chose qu'on appelle le contemporain, ce moment-là correspond aussi pour moi à ce qu'on appelle, à ce que je propose d'appeler la sortie du colonial, et donc aller vers un mouvement que j'appellerais post-colonial. Pourquoi post-colonial? Post-colonial parce que 90 nous conduit jusqu'à 1994, les premières élections libres en Afrique du Sud. Mandela sort de prison et progressivement amène l'Afrique du Sud aux élections démocratiques, et l'Afrique du Sud peut être considérée comme étant le dernier pays à avoir pris son indépendance en Afrique. Donc si la colonisation pour la plupart des pays est intervenue en 1960, le dernier pays, la dernière colonisation a lieu en 1994. C'est en cela que je souscris aux thèses de Derrida qui présentait l'apartheid comme étant le dernier colonialisme, dernier au sens de le dernier de la classe, dernier aussi au sens de c'est le pire des colonialismes, dernier au sens aussi de colonialisme tardif. Et donc cette sortie-là me permet d'indiquer également que malheureusement, 1994, c'est la fin du colonialisme, mais c'est aussi la crise au Rwanda. 6 avril 1994, c'est la saison des machettes au Rwanda. Et pour moi, ces deux dates-là sont à prendre ensemble et à penser ensemble dans ce qu'on appelle le mouvement, ce que moi j'appellerais le mouvement postcolonial, c'est-à-dire de grandes espérances démocratiques, mais aussi la menace du pire. À partir de 1994, je pense que tous les Africains comprennent que les responsabilités historiques de l'Afrique sont des responsabilités internes et qu'on ne peut plus systématiquement accuser l'Occident, l'autre, de nos malheurs, et qu'on est complètement responsable de notre histoire et que, comme tout le monde, nous pouvons le meilleur et nous pouvons pour le pire. Alors donc c'est un peu ça, j'allais dire, le corpus théorique de mon intervention, mais maintenant je vais me faire le devoir de vous montrer quelques images, mais Monsieur le Président, j'arrêterai quand vous le jugerez utile, dans la mesure où je sais que le temps nous est tous compté. Alors donc mon exposé commence par des œuvres du patrimoine, qui sont des œuvres, comme vous le voyez, suffisamment fortes, et belles, et d'une esthétique qui renvoyait, et qu'on a renvoyé malheureusement à la question du collectif en Afrique. Alors, on les a renvoyés à la question du collectif parce que les gens qui ont collecté ces œuvres n'ont pas pris le temps de chercher les noms des artistes.
Ils ont pris les œuvres en disant c'est des œuvres baoulées, c'est des œuvres Nouba, et on n'a jamais pris le temps de chercher qui étaient ces œuvres. Après, on a dit c'est des œuvres anonymes. En Afrique, la création est anonyme. Il peut y avoir une création sans auteur. Mais évidemment, si vous effacez les noms, vous n'aurez pas d'auteur. Si vous ne cherchez pas les noms, vous n'aurez pas d'auteur. Mais on ne peut pas imaginer que c'est tout un village, c'est que c'est tous les baoulés qui se sont réunis pour dire on va faire une sculpture et on va faire cette tête. Donc, ma proposition là-dessus, c'est que les œuvres dites anonymes sont des œuvres qui ont été anonymées. Comme on fait l'anonymat lorsqu'on on fait passer des examens aux autres. Et ce qui est intéressant, et ce qui est aussi très insultant, c'est que quand ces œuvres vont entrer dans les ateliers des artistes comme Picasso, Guillaume Apollinaire, quand ces œuvres vont circuler, vont se retrouver en Europe, elles vont être exposées parfois avec les œuvres des gens qui sont les acquéreurs. On va dire collection de Guillaume Apollinaire, on va dire collection de Picasso. À l'exposition de 38, c'est cela. Donc, on enlève les noms, mais on en remet d'autres. Donc, le propriétaire devient comme le propriétaire. Le propriétaire devient comme le créateur. Donc, c'est cette perversion-là qui, pour moi, est très, très pernicieuse et par rapport à laquelle il faut... Alors, ce mouvement va être, comme je vous ai dit, combattu par le mouvement de la négritude. Et la négritude qui va générer, comme je vous l'ai expliqué, des écoles. Ici, c'est l'école sénégalaise, les tenants de l'école de Dakar. Ici, c'est Wali Diallo, qui va créer une sorte d'écriture. Cette écriture va être prenante et elle va être tellement prenante qu'elle va se généraliser. Et après, progressivement, ça va se dégrader. Ça va être repris et ça va devenir une forme d'art d'aéroport. Mais il faut bien comprendre que dans le jaillissement initial, il y avait quelque chose de très fort, tel que, j'espère, vous le ressentez ici. C'est des œuvres qui sont dans l'esthétique de la négritude que Senghor a mise en évidence. Alors, ça, c'est une sculpture qui a l'avantage d'être plus moderne que la première qu'on a vue. Tout cela pour indiquer une idée que je n'ai pas pu expliquer tout à l'heure dans ma présentation, qui est la suivante, c'est que le moment de la modernisation de ce qu'on appelle les arts d'Afrique correspond également à une sorte de dépit, de détournement, de désinvestissement du champ de la sculpture, qui est, comme je vous l'ai dit, a été considéré comme étant un art collectif. Et progressivement, les artistes modernes, les artistes comme les Bouba Keïta, comme les Iba Ndiaye, ne vont pas s'investir dans la sculpture, qui apparaît comme un art trop codé, trop codifié, avec une trop forte prégnance nègre. Ils vont s'intéresser à la peinture. Évidemment, Picasso, quand il s'intéresse aux sculptures africaines, il les fait entrer dans des tableaux. On peut dire que ce mouvement a été suivi par toute une série d'artistes modernes, mais n'empêche que la sculpture elle-même a continué son histoire. Donc il y a plusieurs histoires qui s'inscrivent et il est important aujourd'hui de continuer à faire l'histoire de la sculpture pour montrer comment cette technique a développé et développe encore aujourd'hui ces lignes de légitimité. Alors ça, c'est également, les images sont un peu en vrague, mais ça, c'est également un des tenants des écoles. Ça, c'est les résidus de l'école de Poto-Poto dont je parlais tout à l'heure, qui est une école très ambiguë également, puisque l'idéal là-bas, c'était, disons, le principe pédagogique, c'était que tous les nègres sont des artistes et qu'il suffisait de leur donner un tableau, une peinture et que tout le monde pouvait sortir des œuvres. Et il y a des missionnaires qui ont conçu des écoles sur cette base où on disait le nègre n'a pas besoin d'apprendre les techniques. Alors, ça va? Ok. Alors, je passe tout le lot des images que je n'ai plus le temps de monter parce qu'apparemment j'ai épuisé
mais mon temps, ça c'est Imbadiaï du Sénégal, ça c'est Bruli Boabré qui appartient au courant de ce que j'appelle l'art contemporain, c'est-à-dire tous les gens qui se mettent en place à partir de la fameuse exposition dite Magicien de la Terre. Là aussi, ce phénomène renvoie à un réinvestissement d'un certain nombre de pratiques traditionnelles. Là, c'est un artisan du Ghana qui fait des cercueils et il comprend qu'un cercueil dans les régions du Ghana et un peu de Côte d'Ivoire, un cercueil peut être quelque chose de très personnalisé. Si tu es quelqu'un qui aimait les Mercedes, on te fait un cercueil en Mercedes. Hein? Alors, si tu étais un bon cultivateur et que tu aimais bien cultiver les oignons, on te fait un cercueil en oignons. Alors, il faut bien réfléchir à cela. Ça vous envoie à toute une théorie de l'art parce que c'est une œuvre qui n'est pas faite pour durer, puisque la vocation de ces œuvres, c'est d'être exposée pendant la période des funérailles et après on t'enterre avec. Alors ça, c'est tout le travail qui est fait en Afrique du Sud. Ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Kevin Brown. C'est une sorte de ressurgence de tous les enfants qui ont été tirés par la police militaire de l'apartheid. C'est 19 gosses qui, pendant une marche, avaient été tués. Alors ça, c'est Christian Latier. Ça fait partie de ceux qui reprennent le mouvement de la négritude en se disant, si on veut continuer le travail, il ne faut plus faire des œuvres avec du bois, il faut que nous fassions un gros travail sur la recherche du matériau et ça donne ce résultat fantastique. Christian Latier, il était le grand vainqueur de la grande exposition organisée par Senghor en 1966 à Dakar, le Festival mondial des arts nègres. Alors ça, c'est Ndarilo, qui était un élève de Ousmane Sow, dont j'ai prévu de montrer des œuvres, mais voilà. Ça, c'est Jane Alexander. C'est une réflexion sur la capacité de l'homme à faire du mal et sur l'instinct animal qu'il y a, qui ménage chacun de nous. Ousmane Sow, je suis content d'en arriver à lui, parce que c'est quelqu'un qui est une personnalité très très forte, qui a réussi à développer son style, son écriture, à côté des courants majeurs, qui ne s'est jamais laissé enrégimenter par un courant ou par un autre. Je vous invite tous à avoir une pensée pour lui, parce que l'année dernière, la session de l'Académie, il était avec nous ici. Malheureusement, il a été rappelé à Dieu et paix à son âme. Alors ça, c'est son travail à Ousmane Sow. Ça, c'est un Sud-Africain, Willie Bester, qui travaille sur la machinerie de l'apartheid. Alors, je termine vraiment en vous montrant une dernière image. Alors, Mandela, vous avez vu sa figure. Alors, la prochaine fois, je pense que j'aurai plus de temps, je vous montrerai tout ça. Mais la dernière image sur laquelle je voudrais terminer, c'est cette sculpture qu'on trouve dans un parc d'Harare au Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est un pays où on a l'impression que la sculpture est un sport national. C'est-à-dire que dans tous les coins de rue, vous trouvez des sculpteurs qui font des expositions, qui vendent, mais qui travaillent et signent des œuvres. Et un de ces sculpteurs, c'est Tafuma Gutsa, qui a conçu cette sculpture qui s'appelle l'oiseau. Je l'aime bien parce que c'est une sculpture qui est en granit, mais qui a une forme de légèreté, qui se mire à la fois dans l'eau, mais dans l'eau on retrouve le ciel. Pour moi, cette sculpture, c'est un peu la métaphore des situations africaines, quant auxquelles nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous rêvons de voler, mais parfois, notre vol se termine dans la vase. Hein? Parfois, à force de vouloir ce qu'on veut, on se retrouve dans les profondeurs de la boue plutôt que de nous trouver plus haut. Alors, je pense que l'art concerne les rêves et que toutes les disciplines concernent les rêves. Et le rôle des artistes, c'est mon dernier mot, Monsieur le Président, consiste à dire que personne ne peut empêcher son voisin de rêver. Je vous remercie.